Bonsoir à tous. Ce soir, nous abordons une question aussi stratégique que clivante. La sortie de l'Union européenne et de l'euro, avec pour ambition de redonner le pouvoir au peuple. À travers Alain Falento, c'est une thèse radicale qui est défendue, celle d'un système européen intrinsèquement vicié, conçu pour retirer au peuple leur souveraineté monétaire, budgétaire, industrielle et politique. C'est une critique frontale qui est portée sur l'euro, présenté comme un piège économique, et sur l'Union européenne, qualifiée d'anomalie politique. La sortie proposée n'est pas un simple retrait juridique, mais un choc de rupture qui suppose un bras de fer avec la BCE, une transformation d'un système financier et une redéfinition d'une souveraineté économique. Mais cette rupture, eh bien, elle soulève des questions légitimes, autant sur sa faisabilité que sur les conséquences sociales et géopolitiques. Il est donc essentiel d'interroger ce sujet en profondeur et sans tabou. Je vous remercie pour votre présence et je cède la parole à Monsieur Falento. Bonsoir à tous et merci infiniment de m'avoir invité. Et je viens de m'apercevoir que nous sommes que le 29 mai 2025, ce qui est une date très particulière, qui va illustrer parfaitement le titre que vous avez donné à cette conférence, Redonner le pouvoir au peuple, puisqu'il y a exactement 20 ans, était organisé un référendum pour l'établissement d'une constitution pour l'Europe. Voilà. Et donc, bon, ça parle pas trop aux gens. Hein. Alors, l'établissement d'une constitution pour l'Europe, personne n'est ni pour ni contre. Il faut vraiment être un juriste spécialisé. Mais il se trouve qu'il y a eu un grand débat et que tout le monde a bien compris que c'était encore une spoliation supplémentaire de notre souveraineté. Et le non l'a emporté à 55%. Et c'est là qu'a commencé peut-être la fin de la démocratie en France. En tout cas, c'est le début de la plus grande forfaiture de la Ve République, c'est certain, puisqu'au lieu d'accepter le verdict populaire, comme il se doit dans un référendum, l'Union européenne, ainsi qu'avec la complicité de nos dirigeants, a décidé de passer outre. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh bien, ils ont créé un groupe de travail clandestin, qu'on appelle informel, pour essayer de voir comment ils pouvaient passer en force et imposer tout ce qui était prévu, mais l'appeler autrement à travers des amendements. Alors, dans ce groupe, je rappellerai que dans ce groupe de travail, notre pays était représenté par messieurs Barnier, pour représenter la droite dite modérée, et que la gauche était représentée par la terreur des femmes de chambre, le satire du Sofitel, à savoir le Priapic Dominique Strauss-Kahn. Et donc de ce groupe informel est sorti 2 ans plus tard, avec l'aval du président Sarkozy, le traité de Lisbonne, où on a retrouvé exactement ce qui était prévu dans le traité précédent. Donc ils sont passés outre le peuple, ils ont fait tout passer par voie parlementaire. Alors, est-ce que c'est surprenant? Non, en fait, parce que cette forfaiture de 2007 de Lisbonne, ce n'est que le parachèvement de 75 ans de construction européenne, d'accord, dont je rappellerai, je rappellerai que ce sont pas de grands Européens, des juristes et des avocats qui se sont levés pour construire la paix durable en Europe, mais que c'est une construction purement artificielle d'origine américaine. Tout le monde le sait, c'est documenté, d'accord. Ils ont même allé jusqu'à imposer leur mythologie avec les pères fondateurs. Et donc est mise en place par des traîtres dont certains étaient directement stipendiés par la CIA, comme Jean Monnet par exemple. Tout est documenté, il suffit de lire les ouvrages de Philippe de Villiers pour s'en convaincre. L'objectif de cette Union européenne, affiché dès le départ, est très simple. Spolier, dissoudre les États-nations européens dans une structure supranationale, dans une sorte de magma, parce que les États-nations étaient supposés être les responsables leur existence même était supposée être responsable des différentes guerres mondiales. Donc, depuis, ça a commencé par une petite communauté du charbon et de l'acier, dans les années 50, et puis le traité de Rome, et puis après ils se sont fait oublier pendant des décennies, jusqu'en 1992, où là on change de braquet, et on passe au traité de Maastricht. Et le traité de Maastricht, on change de braquet, je vous dis, parce que avant, pendant des décennies, on procédait par délégation de souveraineté, alors qu'avec Maastricht, on passe
à des transferts de souveraineté. Et un transfert, c'est définitif. Une délégation, ça se reprend. Et surtout, c'est en 1992, traité de Maastricht, que l'Europe est entrée dans notre constitution. D'accord? Et donc, elle est quasiment indéracinable. Alors, pour comprendre comment fonctionne l'Europe, je vais faire très vite, hein, il suffit d'écouter ce que disait le regretté, il n'est pas mort, hein, mais il est plus en fonction, Jean-Claude Juncker. Jean-Claude Juncker, à travers trois phrases, résume la méthode de la construction européenne. Il dit, si c'est oui, à propos justement de ce référendum de 2005, il disait, si c'est oui, on avance, et si c'est non, on continue. Voilà, vous allez laisser présager ce qui s'est passé. Deuxième citation de Jean-Claude Juncker, aucune initiative démocratique ne peut aller contre les traités. Voilà, c'est clair, vous avez signé, donc votre avis n'a plus d'importance. Et troisièmement, on tente, et si on n'entend pas de cris d'orfraie, on va de l'avant. Alors, comment on en est arrivé là, et quel est le résultat pour notre pays? Eh bien, après 75 ans de construction européenne, on peut considérer qu'il n'y a plus... La France a perdu l'intégralité de sa souveraineté, ainsi que les autres pays membres de l'Union européenne. Il ne reste plus rien. D'accord? Alors vous allez me dire, oui, mais quand même, on va voter régulièrement. Non, vous ne votez pas. Ce n'est pas vrai. Vous mettez un papier dans une urne. C'est différent. Vous mettez un papier avec un nom dans une urne, ça n'est pas voter. Voter démocratiquement, ça suppose que les gens pour qui vous votez aient une prise sur le réel, ce qui n'est plus le cas, et ça suppose surtout qu'ils aient envie de défendre vos intérêts, ce qui n'est pas le cas non plus. Donc tous les 5 ans, on monte le chapiteau, on fait semblant de se disputer, mais en fait, ils sont tous d'accord sur une chose, la dissolution de notre pays dans le magma européen. Qu'est-ce qui vous reste comme souveraineté? En économie, rien du tout. En politique internationale, rien du tout. Il vous reste peut-être la possibilité de, je ne sais pas, de fixer la vitesse de circulation sur les routes départementales, et encore probablement pas pour très longtemps. D'accord? Donc comment l'UE, si vous voulez, est une... Quand on est né, les plus jeunes de ceux qui nous écoutent sont probablement nés sous l'Union européenne et n'ont connu que l'UE et l'euro. Mais il faut se rendre compte que c'est une anomalie de la nature. D'accord? La France est devenue une anomalie de la nature. Dans tous les pays du monde, je veux dire, on contrôle ses frontières, on contrôle sa monnaie. D'accord? C'est la base. D'accord? Nous, on ne contrôle plus rien. Notre territoire ne nous appartient plus, tout le monde peut nous traverser, tout le monde peut résider chez nous, et nous n'avons plus les leviers de la souveraineté monétaire. Quant à l'euro, c'est une anomalie, ou également une anomalie de la nature, c'est une monstruosité économique et financière, et c'est sous cet angle-là, disons, que nous insisterons pour ce soir. On étudiera la possibilité de sortir de l'euro. D'abord, est-ce que c'est souhaitable? Est-ce que c'est possible? Et surtout, quelles en seront les conséquences plus ou moins agréables pour les citoyens français? Moi, avant ça, j'aurais une petite question. Je vous ai pas mal entendu parler. Vous nous avez dit que l'euro a comme une forme de constitutionnalité, en plus, qui est vrai, parce qu'elle est rentrée par le traité dans notre constitution et qu'elle a une valeur suprême selon la pyramide de Kelsen. Oui. Mais est-ce qu'on ne serait pas en train de caricaturer un peu l'UE et en disant plus ou moins, si je comprends entre les lignes ce que vous dites, qu'elle ne sert à rien? Parce que dans les faits, il y a quand même certaines choses qui sont positives, comme les financements agricoles, des programmes scientifiques ou des facilités de circulation. Est-ce que tout jeter dessus ne serait pas un peu excessif? Ah, mais si vous prenez le cas du financement agricole, je veux dire, on pourrait parfaitement faire sans l'UE. Hein. Si on a besoin de financement agricole, c'est justement parce que l'UE a détruit notre agriculture. Vous comprenez? Faut pas... C'est le pompier pyromane. Si vous voulez, l'UE crée des problèmes, l'euro crée des problèmes, et après, on crée des subventions pour les résoudre. Alors, je vous dis pas que 100% de ce que fait l'UE est forcément mauvais, mais je vous dis que la majorité des problèmes que nous connaissons, en tout cas d'un point de vue strictement économique et financier, l'intégralité des problèmes que nous connaissons actuellement est due à notre appartenance à l'Union européenne et particulièrement à l'euro. Ça répond à votre question?
Mais est-ce que j'en ai une deuxième du coup. Est-ce que au fond, ce serait pas le problème de notre système politique, du coup, en France? Est-ce vraiment lui qui retire le pouvoir au peuple ou du moins là, qui est le mot de certains problèmes? Ou est-ce qu'on ne vit pas dans une démocratie déjà très encadrée, très technocrate, même sans Bruxelles? Alors, pour être honnête, moi-même qui ai plus de 50 ans, je n'ai quasiment aucun souvenir de ce qui se passait avant. D'accord? C'est que ça fait quand même un bon moment qu'on vit sous le joug de Dieu et que notre Assemblée nationale, s'est transformée en chambre d'enregistrement. Vous savez, je me souviens en 2016, je crois, il y avait Marie-France Garot était invitée par, Frédéric Tadei dans une émission qui s'appelait Ce soir ou jamais et elle s'est vue poser la question suivante: la France existe-t-elle encore comme pays? C'est quand même une bonne question. Et alors, elle a répondu de manière assez brillante. Elle a dit, pour être encore un pays, il faut vérifier quatre points. D'abord, il faut battre monnaie, il faut faire les lois, il faut rendre la justice, et il faut décider de la paix et de la guerre. Nous ne battons plus monnaie, hein, c'est parti à la BCE. Nous ne faisons plus les lois, elles sont faites par la commission qui a, je rappelle, le monopole, d'accord, de l'initiative normative. Vous voyez, le Parlement européen n'est qu'un parlement, n'a de parlement que le nom, d'accord. Il décide pas de l'ordre du jour, c'est la Commission qui décide de tout. Donc, on ne fait plus les lois, on se contente de les transcrire en droit national. On ne rend plus justice puisque n'importe qui peut nous traîner devant la Cour de justice de l'Union européenne ou la Cour européenne des droits de l'homme. Et on ne décide pas non plus de la guerre et de la paix, contrairement à ce que pensent beaucoup de gens, puisque je crois que depuis Lisbonne, depuis le traité de Lisbonne, nous n'avons plus d'autonomie diplomatique. Nous sommes censés, avant de prendre toute décision qui concerne la diplomatie, consulter nos partenaires européens. Alors oui, nous sommes pieds et poings liés. C'est l'Europe qui dirige la France. Et nos dirigeants que vous voyez, ils s'en accommodent très bien. Ça Je vous répond laisse à tout. dérouler pour le moment. Oui, c'est Ça ça. répond à ma question. Pour l'instant, je n'ai pas d'autres questions. Oui. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est comment on en est arrivé là, en fait? Comment on en est arrivé à accepter de disparaître, d'être spolié d'à peu près toute forme de souveraineté? Eh bien, en fait, c'est parce que le temps de l'Europe n'est pas le temps de la démocratie. L'Europe, la construction européenne se fait dans le temps très très long. D'accord? Et donc, je réfléchissais à une chose. Le français médian en France, hein, c'est-à-dire que l'âge médian, c'est 48 ans. D'accord? C'est-à-dire qu'il y a la moitié des Français qui ont plus de 48 ans et la moitié des Français qui ont moins de 48 ans. D'accord? Eh bien, ça veut dire que à peu près 60%, 70% de la population française n'a jamais, dans sa vie d'adulte, connu une France souveraine. Tout simplement parce que voilà, le temps passant, les gens disparaissent, et donc quiconque a moins de 50 ans n'a pas le moindre souvenir d'avoir connu des dirigeants dignes de ce nom, des dirigeants qui avaient un pouvoir de décision. Alors, comment est-ce que, alors, sous l'angle purement économique, la question se pose. Est-ce qu'il est souhaitable de sortir de l'euro, hein, et de l'Union européenne, puisque ça va avec, hein, d'accord, faut pas se leurrer, on peut pas sortir de l'un et rester dans l'autre, c'est pas possible. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est souhaitable? Et comment ça va se dérouler? Alors d'abord, il faut savoir que l'euro n'était pas prévu originellement. Il n'était pas question d'une monnaie unique. Alors, parce que l'Allemagne était très attachée à son Deutschmark, symbole de sérieux et disons, d'orthodoxie budgétaire. Alors il y avait un proto-euro qui s'appelait, enfin si je puis dire, qui s'appelait le système monétaire européen, qui avait d'ailleurs été mis en place par le président Valéry Giscard d'Estaing, et qui consistait à encadrer les variations respectives des devises à l'intérieur d'un tunnel pour éviter la guerre des monnaies. En 1980, les socialistes accèdent au pouvoir en France et très très vite, ils défoncent tout. D'accord, c'était très très vite une catastrophe. On se retrouve à faire trois dévaluations entre 1981 et 1983 parce qu'on n'avait pas le choix à cause de la fuite des capitaux, à cause de
bon, de la gestion socialiste telle qu'on peut l'imaginer. Et donc, c'est posé la question de savoir si la France, c'est posé à Mitterrand la question de savoir si la France allait rester dans le système monétaire européen. Et donc, c'est-à-dire que le Mitterrand a eu à choisir entre l'inflation, le contrôle de l'inflation, ou le chômage de masse. Rester dans le système monétaire européen et contrôler l'inflation, et accepter le chômage de masse. Et je parle de ça parce que c'est exactement le même choix qui se pose à nous actuellement. Mitterrand a choisi le chômage de masse. L'inflation, c'est l'ennemi des vieux, c'est l'ennemi des rentiers, si je puis dire. Les vieux, je veux dire tous les gens qui ont des économies, enfin voilà, des gens qui ont déjà une carrière professionnelle. Leur ennemi numéro un, c'est l'inflation. Le chômage de masse, c'est l'ennemi des jeunes. Donc en 83, on a déjà pris le parti des vieux, et en restant dans l'euro comme on fait maintenant, on continue à prendre le parti des vieux et des retraités aux dépens des jeunes. Voilà. Donc, il a choisi de rester dans le système monétaire européen. Très bien. Et il n'était toujours pas question de créer une monnaie commune ou une monnaie unique. Et vraiment, c'est la géopolitique. C'est la géopolitique qui a précipité les événements. En 1989, chute du mur de Berlin. En 1990, réunification allemande. En 91, disparition de l'URSS. Donc Mitterrand prend peur que l'Allemagne se détourne de l'Europe. Si seulement ça pouvait être vrai, ça aurait été magnifique pour nous, mais lui ça l'effrayait. Et donc, il accepte de soutenir la réunification allemande en échange de l'abandon du Deutschmark et de la création de la monnaie unique. Et voilà comment en 1992, le traité de Maastricht prévoit la création de l'euro, qui sera créé en 1999 et qui entre en circulation en 2002. Et c'est le début, pour nous, de la catastrophe. Alors quand même, je résiste pas au plaisir. On a droit de rire un peu ou pas? Ou c'est interdit? On a droit à un peu de légèreté? Vous avez le droit. Très bien, je vais vous lire donc quelques toutes petites citations de ce qui était dit en 1992 avant le traité de Maastricht, pour que vous voyez un peu comment nos dirigeants sont de grands visionnaires. Alors je commence par Martine Aubry, d'accord. L'Europe, ce sera plus d'emplois, plus de protection sociale et moins d'exclusion. Valéry Giscard d'Estaing, si le traité était en application, finalement, la communauté européenne connaîtrait une croissance économique plus forte et donc un emploi amélioré. Michel Rocard, c'est un Premier ministre. Maastricht constitue les 3 clés de l'avenir. La monnaie unique, ce sera moins de chômeurs et plus de prospérité. La politique étrangère commune, ce sera moins d'impuissance et plus de sécurité. Et la citoyenneté, ce sera moins de bureaucratie et plus de démocratie. Voilà. C'est difficile de lire ça sans... C'est difficile de lire ça sans rire, je vous assure. C'est épouvantable, mais en fait. D'un côté, n'est-ce pas vrai? On peut encore Pardon? critiquer l'euro, mais, non, mais j'irai jusqu'au bout de ma question. Mais dans la réalité, il a permis des taux très bas pendant des années. Sans ça, on n'aurait peut-être pas pu payer nos dettes, voire moins emprunter. L'euro est peut-être que l'euro n'est pas tous les maux de nos problèmes. Est-ce qu'on aurait pu vraiment emprunter autant pour la santé, pour le social, pour les retraites sans lui? Vous avez entièrement raison. L'euro nous a permis d'emprunter et c'est bien là le problème. Et c'est bien le problème, justement, je vais y venir après, mais je peux y venir maintenant. Non, vous mettez le doigt exactement sur le problème. Bravo. Oui, bon, effectivement, l'euro a permis aux pays du Sud d'emprunter de manière déraisonnable, comme ils n'auraient jamais pu le faire dans leur monnaie nationale. Jamais la Grèce n'aurait pu emprunter autant en drachmes, jamais l'Espagne n'aurait pu emprunter en pesetas, et jamais la France n'aurait pu emprunter en francs français parce que les marchés ne l'auraient pas permis. On a vécu, si vous voulez, sous le parapluie de l'euro-marque, vous voyez? Et donc, en quoi c'est bon? En quoi c'est bon d'emprunter quand il faudrait ne pas le faire? Vous voyez? C'est ça le problème. L'euro, si vous voulez, on nous a donné une carte Centurion, on a dépensé sans compter pendant des décennies, et maintenant on nous demande de passer à la caisse. C'est un peu ça. Alors, si vous voulez, l'euro, bien sûr que c'est sympathique quand on ne s'intéresse pas à l'économie, à la finance. Qu'est-ce qu'on voit de l'euro? Ça permet de voyager sans faire de change. Voilà, ça permet de partir en vacances sans aller faire de change et de se faire arnaquer à l'aéroport. Mais le prix à payer pour ça, c'est la fermeture de l'usine dans laquelle vous travaillez. Voilà, faut voir ça comme ça. Pour ce petit plaisir de pouvoir voyager, le prix à payer, c'est la mort de l'outil industriel.
Alors, pourquoi vous voyez, la construction européenne, l'euro, l'euro on peut pas analyser l'euro sans analyser les piliers de l'Union européenne. Vous voulez, l'Union européenne a des piliers, ce qu'on appelle des piliers, qui sont la libre circulation des biens, des services, des personnes et des capitaux. Très bien. Et, et, et la concurrence libre et non faussée. Donc, si vous voulez, c'est une entité avec une concurrence et une liberté totale en interne, mais en même temps ouverte complètement sur le monde sans aucune réciprocité. Je vous donne un exemple. Quand vous avez un appel d'offres, même un appel d'offres très important, d'accord, de plusieurs centaines de millions d'euros, les entreprises chinoises et les entreprises américaines, ils participent avec les mêmes droits que les entreprises européennes. Il n'y a pas de primauté, il n'y a pas de préférence européenne, si vous voulez. Vous pensez que c'est la même chose vous pensez qu'il y a des appels d'offres en Chine? Vous pensez qu'il y a des appels d'offres aux États-Unis où on consulte les entreprises européennes? Certainement pas. Donc vous êtes ouvert sur le monde, vous subissez les assauts des autres pays et en contrepartie, vous ne bénéficiez de rien. Alors en interne, si vous voulez, vous avez des pays avec des gros différentiels, des gros différentiels de compétitivité. Évidemment, vous avez le Nord avec des industries, l'Allemagne, la Hollande, avec des industries compétitives qui se retrouvent en concurrence directe avec les pays du Sud, dont la France. J'inclus la France dans les pays du Sud parce qu'elle se voit comme un pays du Nord, mais c'est pas le cas du tout. D'accord ? Avec une compétitivité bien moindre. Et donc, le seul moyen qui permettrait aux pays du Sud de s'en sortir, ce serait d'avoir une monnaie dévaluée. Eh bien, même de cela, on les a privés, on les forçant à rentrer dans une monnaie commune et on les faisant rêver. D'accord ? Donc tout le monde sait, je veux dire, tout ça, et tout le monde sait en économie que la monnaie, c'est l'équivalent pour un vêtement disons, du sur-mesure. D'accord ? On peut pas. De même qu'on ne peut pas prendre les vêtements d'un autre, un pays peut pas utiliser la monnaie d'un autre. D'accord ? Alors, c'est pas si facile que ça à comprendre. C'est pas, enfin, je veux dire, il y a des mécanismes, mais c'est pas le but de l'intervention d'expliquer ça. Mais si vous regardez tous les pays, par exemple, qui ont dollarisé leur économie, comme le Zimbabwe ou l'Argentine, ont très mal fini. D'accord ? On ne peut pas. Surtout, un pays à faible compétitivité ne peut pas utiliser la monnaie d'un pays à forte compétitivité. Or, et ça tout le monde le sait, hein, c'est-à-dire que je vais quand même vous dire, moi qui ai terminé mes études en l'an 2000, donc avant même que l'euro ne soit en circulation en 2002, les professeurs nous expliquaient déjà quels seraient les problèmes que l'euro pose et quels sont les problèmes que l'Union européenne dans son organisation et dans ses piliers pose. On savait déjà que ça engendrerait des déséquilibres importants, si vous voulez. Mais il y avait l'idéologie de l'emporter, l'idéologie de ce qui s'appelle de la convergence. C'est-à-dire qu'ils ont réussi à se convaincre que en mettant en concurrence directe des faibles et des forts, eh bien, les faibles allaient devenir forts sans que les forts ne deviennent faibles. C'est comme si, je sais pas, c'est comme si vous mettez des tigres et des moutons dans un enclos, et vous revenez un petit peu plus tard, eh bien, je vous assure, vous n'aurez pas des tigres laineux ou des moutons avec des crocs, mais les tigres auront dévoré les moutons. C'est comme ça que ça se passe. Et en économie, Mais juste avant, vous nous parlez d'un pays comme l'Allemagne. Il y a les Pays-Bas aussi qui réussissent très bien avec l'euro. Alors, oui. pourquoi la France ne réussit-elle pas? Est-ce que le problème ne serait pas ailleurs? Est-ce que c'est vraiment la monnaie qui est le cœur du problème ou c'est pas plutôt une stratégie économique qui est mal adaptée? Mais il faut comprendre que nous ne sommes pas des Allemands, d'accord? Nous avons un mode de vie. Les Français, les Italiens. Bon, les Italiens, c'est différent. Mais le sud de l'Europe, c'est pas l'Allemagne, d'accord? On a notre mentalité, on a notre façon de faire, et on est moins compétitif et on ne peut pas se permettre de partager la même devise qu'un pays comme l'Allemagne. Tout simplement, qui a une très forte compétitivité, qui est un pays, l'Allemagne. Moi, c'est un pays dans lequel je réside une bonne partie de l'année, donc si vous voyez, je connais un peu. C'est un pays qui est tout entier orienté vers la production et l'exportation. Et quand je vous dis tout orienté, c'est depuis l'éducation.
D'accord? En Allemagne, on ne fait pas des études de sociologie juste pour pouvoir aller à la fac parce qu'on en a envie. On fait de l'apprentissage. Voilà. D'accord? C'est pas le cas en France. En France, on ne vit pas comme ça. Donc, on sera toujours moins compétitif. Et donc, par définition, on ne peut pas se permettre de partager la même devise que ces gens-là. C'est tout. Mais ça, c'est connu depuis longtemps. Il n'y a pas, il y a pas de convergence économique. Il y a que au contraire, ça a divergé. On a divergé. Si vous voulez, vous avez le Nord qui produit, le Sud qui consomme, le Nord qui exporte, le Sud qui importe, et l'Allemagne qui fait des excédents commerciaux. Ben, les excédents commerciaux de l'Allemagne sont nos déficits commerciaux. Et donc, comme on a des déficits commerciaux à cause de l'euro, eh bien, et qu'on a toujours les mêmes charges pour la solidarité sociale, eh bien, on compense par de la dette. Voilà, il faut pas chercher plus loin d'où vient notre endettement. Si vous faites un bilan, je vous propose de faire un bilan de quasiment 25 ans d'euros. Pour la France, ça s'est traduit par la destruction. L'euro tout seul s'est traduit par la destruction d'1 million d'emplois industriels. C'est énorme. C'est gigantesque. Et il faut savoir qu'il y a un multiplicateur. À chaque emploi industriel correspond entre 2 et 3 emplois de service. Donc en fait, on a détruit probablement, l'euro a détruit probablement 2,5 millions à 3 millions d'emplois en France. A créé un chômage de masse, une désindustrialisation massive, une baisse des rentrées fiscales, et donc il s'est traduit par un endettement incommensurable. Et si vous regardez les autres pays, l'Italie n'a pas de croissance depuis, comme par hasard, depuis son entrée dans l'euro, l'Italie n'a plus de croissance. La Grèce, c'est encore pire, la Grèce a subi un équarrissage en règle. D'accord? Parce que quand on n'a pas de solution, qu'est-ce qu'il aurait fallu quand la crise de la dette s'est déclarée en 2012, la Grèce qui n'avait rien à faire dans l'Europe et qui n'avait rien à faire dans l'euro non plus, et tout le monde le savait. D'accord? Mais simplement, par idéologie, on les a fait rentrer. Ils se sont endettés bien au-delà du raisonnable en euros. Très bien. Qu'est-ce qu'il aurait fallu faire? Les laisser sortir de l'euro et les laisser reprendre un peu d'oxygène en reprenant leur monnaie nationale. Mais non, on les a punis, on les a maintenus et on a fait la seule chose qu'ils pouvaient faire. Qu'est-ce que vous voulez? C'est ce que les économistes appellent quand vous êtes surendetté, vous avez que deux solutions. Ou bien vous faites de la croissance, vous faites la croissance du PIB, donc vous augmentez les rentrées fiscales, impossible dans le cadre européen et à cause de l'euro, d'accord? Ou bien vous faites ce qu'on appelle de la dévaluation interne. La dévaluation interne, c'est très simple, ça veut dire que on vous fait bosser jusqu'à 70 ans, on baisse les retraites. Voilà, on dégrade vos conditions de vie et vos conditions de travail. Ces pauvres Grecs, regardez, on les a massacrés. C'était un équarrissage en règle. On a vendu tout, on a vendu leur chemin de fer, leur route, tout ce qu'ils possédaient. On a fait baisser leur niveau de vie d'à peu près 30%. Ça a fait exploser le taux de suicide des gens. Ça a même fait exploser la mortalité infantile. Et tout ça pourquoi? Pour rien. Parce que maintenant, 10 ans après, eh ben, ils sont, au lieu d'être endettés à 160% ou 180% du PIB, ils sont à 150%, mais rien n'a changé pour eux. Ça ne marche pas. Le seul moyen pour des pays comme ça de s'en sortir, et ça devient vrai pour la France aussi, c'est de reprendre sa liberté. Y a pas de... Et si vous prenez le Portugal et l'Espagne, c'est la même chose. Des pays qui décolleront pas. Décolleront pas dans le cadre européen et dans le cadre de l'euro. Et il est amusant de voir que les économies du Sud et de la France ont tous décroché. On commençait, sur les graphiques, c'est une évidence, on commençait à décrocher avec l'introduction de l'euro. Voilà. Et c'est la seule hypothèse que les européistes se refusent catégoriquement à considérer. Alors, du point de vue, si on continue le bilan de l'euro, l'euro avait été soi-disant construit pour devenir une monnaie de réserve qui ferait concurrence au dollar américain. Si vous regardez maintenant ce qu'il en est, une monnaie de réserve, hein, je précise, c'est une monnaie, disons, qui inspire confiance et que toutes les institutions financières du monde souhaitent conserver. Actuellement, 60% des réserves de devises sont en dollars américains et seulement 20% en euros. Et 5% livre sterling. C'est-à-dire que, eu égard à la population, l'euro n'est pas plus une monnaie de réserve que la livre sterling. Et pire que ça, en fait, l'euro n'est pas plus une monnaie de réserve que ne l'était le Deutschmark et le franc ensemble. Le Deutschmark est le franc ensemble.
Voilà. Donc ça n'a pas marché. L'euro n'a pas de crédibilité. Et pourquoi il n'a pas de crédibilité internationale? Ben, c'est très simple. Euh, Est-ce que vous vous demandez si la livre sterling va disparaître? Jamais. D'accord. C'est même pas envisageable. Est-ce que vous vous demandez si le franc suisse va disparaître? Ou le yen? Peu importe ce qui se passera, ils continueront à exister. D'accord. L'euro, à peine émis en 2002 et en crise, était déjà en crise en 2008, avec la crise des subprimes. D'accord. Euh, alors, il fallait sauver l'euro pour sauver l'Europe pour sauver l'euro. Après, en 2012, 4 ans après, encore une crise. Ah, est-ce que l'euro va disparaître à cause de la crise de la dette? Il faut vite faire quelque chose. L'euro est en crise permanente. Il se passe pas 3 ans d'affilée sans qu'on parle de sa disparition. Il a perdu en plus toute crédibilité en 2012, vraiment parce que tu es l'euro donnait aux investisseurs étrangers une impression de solidarité. C'est-à-dire que quand vous prêtiez à l'Italie ou à l'Espagne, vous aviez l'impression de prêter à l'Allemagne parce que c'était en euros. Et maintenant, ils ont compris que c'est pas le cas. Ils ont compris que c'est pas le cas du tout. Donc, plus personne n'a confiance dans l'euro, si vous voulez. En plus, vous avez à sa tête une Christine Lagarde, quelqu'un qui n'est pas une banquière, d'accord, c'est une avocate, et le banquier central, c'est un métier, c'est quelqu'un qui doit faire très attention à ce qu'il dit. Alors, quand vous entendez Christine Lagarde parler post-Covid d'une inflation venue de nulle part, c'est pas ce qu'on attend d'un banquier central. L'inflation n'est pas venue de nulle part et tout le monde sait très bien d'où elle vient. D'accord, elle avait commencé bien avant le Covid. Et voilà, mais si vous voulez, cette dame n'est pas crédible. Voilà. Donc, je lisais que l'euro n'est pas une monnaie unique. Oui, c'est exact. L'euro n'est pas une monnaie unique. Il y a une personne qui l'euro n'est pas une monnaie unique. L'euro est ce qu'on appelle une monnaie d'ancrage. C'est-à-dire que c'est un peg en anglais. C'est-à-dire qu'on a fixé les taux de change respectifs des monnaies européennes en 1992, en gros. Voilà. Et on les a laissés. Sans tenir compte de l'évolution de la compétitivité. Est-ce que c'est clair ce que je vous dis ou... Très clair. D'accord. Alors, du point de vue français, quel est le vrai problème de l'euro? Mais le vrai problème de la France, et là on va venir au cœur du sujet, c'est pas la Chine, c'est pas l'Amérique. Le vrai problème de la France, c'est l'Allemagne. C'est ça qu'il faut comprendre. Dire, on va pas se mettre à faire concurrence à la Chine. On va pas se mettre à fabriquer des t-shirts et des chaussettes et des pantalons. C'est pas possible, d'accord. Donc il y a pas de, on peut pas vraiment se remettre en concurrence frontale avec la Chine. Quant aux États-Unis, en ce qui concerne la France, je vous signale qu'on a eu pendant bien des années un excédent commercial avec les États-Unis et en plus un excédent commercial à forte marge. D'accord, c'est très intéressant pour nous la relation avec les États-Unis. Le vrai problème de la France pour sa réindustrialisation, il se trouve outre-Rhin. D'accord, c'est l'Allemagne parce que c'est notre concurrent direct et qui en plus fait tout pour nous détruire. D'accord, il faut comprendre que veut l'Allemagne depuis quelques années. Elle veut plusieurs choses. Elle veut d'abord notre siège permanent au Conseil de sécurité. Vous vous souvenez peut-être que celle qui s'appelait Karen AKK, je ne me souviens plus son nom exact, qui était pressentie pour être chancelière et qui a démissionné plus tard, avait demandé que notre siège permanent au Conseil de sécurité soit transféré à l'Union européenne. Ensuite, ils veulent mettre depuis très longtemps sous tutelle notre dissuasion nucléaire. Ils sont en passe d'y parvenir avec la complicité de nos dirigeants. Ils veulent également nous faire perdre nos territoires d'outre-mer. D'accord. Lorsqu'il y a des votes aux Nations Unies, ils votent systématiquement contre nous. Hein. Alors je sais pas où les gens ont vu ce couple franco-allemand. Et moi qui vis en Allemagne, je peux vous dire que je n'ai jamais entendu parler de cette expression. Alors, il n'y a pas de le couple franco-allemand n'existe que dans la tête de nos dirigeants. De l'autre côté du Rhin, ça n'existe pas. Il y a la relation franco-allemande, la collaboration franco-allemande, mais certainement pas le couple franco-allemand. Et enfin,
et là c'est très grave, ils veulent détruire notre nucléaire civil, ou en tout cas nous empêcher de bénéficier de nos 50 réacteurs qui nous apporteraient l'essentiel pour notre réindustrialisation, à savoir une énergie abondante et bon marché. Alors pour étayer ce que je viens de vous dire, il y a un rapport de l'école de guerre économique qui est sorti il y a 2 ans, je crois, qui s'appelle Ingérence de l'Allemagne dans le nucléaire civil français, que j'invite tout le monde à lire, un petit rapport très intéressant qui doit faire une trentaine de pages, où on apprend que l'Allemagne finance des organisations non gouvernementales, qu'elle magouille avec Greenpeace, dans l'unique objectif de discréditer notre nucléaire civil afin que nous ne puissions pas en bénéficier. Voilà, parce que c'est notre seul levier. Le seul moyen que nous ayons de nous réindustrialiser, c'est d'avoir accès à notre énergie nucléaire. Et ça, ils ne le permettront jamais. C'est pour ça qu'ils ont créé d'ailleurs le marché, ils ont forcé à la création du marché européen de l'électricité et qu'ils lâcheront jamais l'affaire. C'est-à-dire que jamais ils ne nous permettront d'accéder, comme nous le souhaitons, en priorité à l'énergie que nous produisons avec nos centrales nucléaires. Et si vous regardez historiquement, c'est un pays qui nous a toujours trahis. Lors du début de la construction européenne, la communauté européenne du charbon et de l'acier, ça s'est tout de suite très mal passé. Hein, et eux, ils ont préféré les produits américains. Lorsque De Gaulle leur a tendu la main pour le traité de l'Élysée, ils l'ont trahi aussi. Lorsqu'ils se sont juste après la réunification, ils ont exigé d'avoir plus de députés, d'élus au Parlement européen que n'en a la France, alors que tout le système était basé sur un strict équilibre. Et voilà, donc c'est un pays extrêmement hostile, et le seul moyen de nous sortir de là, c'est de nous désarrimer de ces gens-là. Si vous voulez, ils sont un paramètre, comme le sont les Pyrénées, les Alpes, ils sont là, ils sont à nos frontières, ils sont puissants, ils sont nombreux, certes, mais ce ne sont pas nos amis. Et au contraire, il faut s'en préserver. Et si vous voulez savoir comment eux, ils voient les choses, il y a une phrase de... Je ne sais pas si vous vous souvenez si vous savez qui est Joschka Fischer. C'était le vice-chancelier allemand. C'était un écologiste, si mes souvenirs sont bons, et ministre des Affaires étrangères. Et il y a cette phrase terrible qu'il a prononcée, ça a dû lui échapper, mais ça en dit long sur la façon dont notre partenaire européen voit les choses. Il a dit, je m'en souviens de cette phrase parce qu'elle est incroyable, il a dit « L'Allemagne est en passe d'obtenir ce qu'on lui refuse depuis 2 guerres mondiales, à savoir une douce hégémonie sur l'Europe. » Voilà. Donc si après ça, vous n'êtes pas convaincu qu'il faut vite sortir de ce bourbier, je ne sais pas ce qu'il vous faut. Alors, bien sûr, vous avez un argumentaire européiste en faveur de l'euro que je vous propose d'examiner petit à petit. Alors, donc je le pris ensemble. Donc, avant, l'argumentaire consistait à dire que l'euro était source de croissance économique. Bon, maintenant, de croissance du PIB, maintenant, plus personne n'ose dire ça. La zone euro, c'est le ventre mou et l'Europe, en général, c'est le ventre mou de la planète économique. C'est catastrophique. Donc, plus personne n'ose même dire ça. Alors après, on nous a dit que l'euro nous protégeait des crises financières. Je vous propose d'examiner la crise des subprimes, si vous le voulez bien. Quand vous pensez que vous avez une Commission européenne qui va jusqu'à réguler la contenance des chasses d'eau, et ils n'ont pas pris soin de réguler ça, hein, de s'assurer que ces produits-là n'étaient pas dispersés, fractalisés à travers le système bancaire. Ça leur a pas protégé les épargnants européens, ça leur a pas traversé la tête. Mais si vous voulez, je pense qu'il y a eu de nombreuses émissions là-dessus, mais vous n'êtes pas sans savoir que la Commission et le Parlement sont vérolés par les lobbies, et particulièrement par les lobbies financiers qui sont extrêmement puissants. Je vous invite à regarder par exemple un lobby qui s'appelle l'ISDA, International Swap and Derivative Association. Voilà, c'est le lobby des produits dérivés, qui a fait tout ce qu'il fallait pour qu'il n'y ait jamais de régulation. D'accord ? Donc des subprimes, il y en aura encore, vous pouvez me faire confiance.
Ensuite, alors l'utilisation de sophismes réguliers. Alors quand vous dites que l'euro est en partie responsable de nos problèmes, on vous répond ah mais l'euro n'est pas l'unique responsable de tous nos problèmes. Ou alors tous nos problèmes ne seront pas résolus si on sort de l'UE et de l'euro. Voilà. Donc on joue avec les mots, c'est pas la question. En fait, il faut pas se laisser enfermer, je pense, dans les problèmes de causalité. C'est-à-dire que je dirais que peu importe à la limite que l'UE et l'euro soient responsables de 10%, de 50%, de 100%, ou même de 0% de nos problèmes. Mais par contre, il y a un fait, c'est que notre appartenance à l'Union européenne avec ses règles et à l'euro nous empêche de prendre les mesures qui sont nécessaires à notre redressement et particulièrement à notre réindustrialisation. Ça c'est sûr. Voilà, c'est pas, il n'y a rien, aucun argument opposable à ça. Alors aussi, il y a l'argument juridique. La sortie de l'euro n'est pas possible. Et c'est vrai, il n'y a pas de sortie prévue dans les statuts de l'euro. Il n'y a pas de sortie prévue. Mario Draghi, d'ailleurs, l'avait dit, on lui avait posé la question. Je me souviens, j'ai vu une vidéo il y a déjà très longtemps où on demande à Mario Draghi est-ce que c'est possible de sortir de l'euro. Il vous dit non, c'est pas prévu. Il n'y a pas de sortie de l'euro. Mais enfin, on peut retourner ça dans l'autre sens, étant donné que pour appartenir à l'euro, il faut appartenir à l'Union européenne et qu'il est possible de sortir de l'Union européenne. Donc vous prenez la contraposée de cette proposition et donc par définition vous sortez de l'euro en sortant de l'Union européenne. Voilà. Avant qu'on glisse sur ce sujet, j'aimerais quand même faire un léger récapitulatif de tout ce qu'on s'est dit là. Parce que selon vous, l'euro empêche toute souveraineté réelle, notamment en matière budgétaire et monétaire. Ça creuserait les inégalités entre pays. Vous nous avez donné l'exemple de l'Allemagne. Ça affaiblit notre industrie et 1, 2, 3, et impose une logique d'austérité permanente. Oui, mais c'est ça. D'accord. Sortir de l'euro serait donc une condition pour reprendre, selon vous, encore une fois, le contrôle politique et relancer l'investissement public. Alors, je vais pas parler d'investissement public. Je dis pas que sortir de l'euro va résoudre tous nos problèmes. Je vous dis que c'est une condition sine qua non, une condition nécessaire mais pas suffisante. Je dis pas plus que ça, d'accord? Mais si vous restez dans l'euro, je peux vous dire que votre seule perspective et la seule perspective de la jeunesse, surtout, ce sera la matraque. Voilà, c'est tout. Concrètement, comment sortir? Parce que j'ai l'impression que si on reste dans l'euro, on n'éviterait pas une crise. Et si on en ressort, on pourrait potentiellement être confronté à une crise. Ah, mais alors, la crise, de toute façon, vous l'avez déjà eue. Je ne sais pas, je veux dire, qu'est-ce qu'il vous faut de plus? Vous avez eu une crise en 2008, vous avez eu une crise en 2012, d'accord? Et vous avez une crise maintenant. Et vous êtes dans l'euro, mais la crise, vous l'avez quand même. Vous avez, si vous voulez, pour paraphraser une phrase célèbre, vous avez accepté le chômage pour éviter la crise financière. Eh bien, vous aurez et la crise financière et le chômage. Voilà. Je ne vois pas, je n'arrive pas à trouver un point positif à l'euro, si vous voulez. Je ne vois pas en quoi ça vous protège de quoi que ce soit, et c'est même pire, il est la cause des crises. N'oubliez pas que l'euro, tout à l'heure, vous avez parlé des taux bas. Mais les taux bas, qui vous dit que c'est une bonne chose, des taux à zéro? Les taux sont pas faits pour être à zéro, c'est pas vrai. D'accord? Avec la politique de taux bas de l'euro, vous avez ravagé les banques européennes. Il faut savoir qu'une banque, c'est un animal qui se nourrit, si vous voulez, de différentiels de taux. D'accord? Quand tous les taux sont à zéro, elle mange quoi, la banque? Regardez les valorisations boursières des banques de la zone euro et vous allez comprendre. L'euro a même ravagé son propre système bancaire. Ça répond à votre question. Et en plus, j'ai une question pour tous ceux qui sont favorables à l'euro. Je veux dire, si l'euro c'était si bien que ça, si vraiment c'était une monnaie si intéressante, pourquoi est-ce que la Suède, le Danemark n'y rentre pas, se refuse à y rentrer? Théoriquement, ils n'ont pas le choix. C'est pas la carte l'euro, d'accord? Dans les traités, normalement, la Suède et le Danemark doivent renoncer à leur devise nationale pour rentrer dans l'euro. Hein, et eux, ils n'ont pas de problème pour respecter les critères de Maastricht, les critères de stabilité. Pourquoi est-ce qu'ils rentrent pas? Pourquoi c'est des petits pays avec des toutes petites devises qui n'ont pas de profondeur de marché? Et ils préfèrent conserver leur devise nationale.
Même chose pour la Pologne. Pourquoi la Pologne garde le zloty? Pourquoi la Pologne ne veut absolument pas rentrer dans l'euro? La Hongrie garde son forin. Forin, c'est quand même pas une devise de premier plan. Même l'Islande, quand elle était au fond du trou, pendant la crise financière, qu'ils en étaient réduits à se lancer dans l'industrie des cercueils. Ils exportaient des cercueils, les Islandais. Pour vous dire dans quel état de détresse ils se trouvaient, l'Islande a renoncé à intégrer l'UE et l'euro. Ils préfèrent fabriquer des cercueils que de venir nous rejoindre. Donc pourquoi? Moi, je veux qu'on me dise pourquoi. D'abord, pourquoi on n'exige pas l'application stricte des traités, que la Suède et le Danemark rentrent dans l'euro tout de suite, d'accord? Et pourquoi ils veulent pas rentrer? Voilà, j'aimerais qu'on me réponde à ces questions. Alors j'espère que vous avoir convaincu de la nécessité de la sortie et de l'Union européenne et de l'euro surtout. Et maintenant, si vous voulez bien, on va regarder la technicité de la chose. Comment est-ce qu'on sort de là? Alors, écoutez, les Anglais nous ont montré comment on sort, hein. Il y a heureusement l'article 50 qu'on peut activer. Voilà, et donc on sort de l'UE et a fortiori, on sort de l'euro. D'accord. Mais il va se poser immédiatement un problème. Ça va pas se passer tout seul. Et tous ceux dont le discours consiste à dire que la sortir de l'UE et de l'euro va faire de nous des Suisses super riches sont intellectuellement malhonnêtes. Ça va pas se passer tout seul, c'est sûr. Il va y avoir des secousses et il convient de s'y préparer. Déjà, il faut raisonner de manière dynamique. D'accord. Tous les scénarios où vous déroulez votre sortie, il ne se passe rien, n'ont aucune valeur. Parce que il ne faut jamais oublier comment fonctionnent les marchés financiers. À partir du moment où un parti dit souverainiste, et je rappellerai quand même que ce qu'on appelle le souverainisme en France, d'accord, c'est ce que dans le reste du monde on appelle la normalité. Hein. Je dis juste comme ça. Ça s'appelle la normalité. D'accord. À partir du moment où un parti souverainiste serait dans les sondages en position de s'imposer aux élections, les marchés financiers réagiraient immédiatement et il est certain que la dette de la France serait attaquée. C'est sûr. Ça, il faut pas se mentir. Les taux montraient très fort et donc il faut s'y préparer. Et il y a des moyens de contrecarrer tout ça. Donc il faut préparer l'attaque qui précède et surtout il faut préparer l'après qui consiste à se garantir un accès aux capitaux parce que il se peut très bien que vous n'ayez plus accès ou un accès restreint au marché financier. Et on aura quand même besoin de s'endetter. L'État français ne sera pas à l'équilibre. Hein. Donc il y a un certain nombre de mesures à prendre. La première, c'est que écoutez, 25% de la dette est détenue par la Banque de France. Il faut le savoir. C'est pas la BCE qui détient la dette, c'est la Banque de France. D'accord. Cette dette qui est détenue par la Banque de France, eh bien, elle peut être annulée ou restructurée. C'est tout à fait normal. Alors bien sûr, les puristes vont vous dire mais non, mais c'est n'importe quoi, mais ça ne se fait pas, c'est pas sérieux, mais bien sûr que c'est possible. Je vous assure que nécessité fait loi. Quand ça va mal, il y a plus de principe, d'accord. Et là, on est au pied du mur. Il faut quand même se rendre compte de la situation de la France parce que tout le monde s'apprête à partir en vacances. Je vous signale que c'est la première fois, moi, de ma vie que ça fait quand même 25 ans que je suis dans l'industrie financière. Je n'ai jamais entendu parler de faillite de la France, de possibilité de faillite de la France. C'est la première fois. D'accord. Quand il y a une dizaine d'années, 10-12 ans, j'avais écrit quelques articles là-dessus, j'ai reçu des mails d'insultes en disant, qui me disaient mais non, vous dites n'importe quoi, la France est un grand pays, il ne fera jamais faillite, ça n'arrivera pas. Mais bien sûr, maintenant on y est, on est au pied du mur. Mais il faut savoir que si les taux venaient à grimper demain d'1 ou 2%, ça serait terminé. D'accord. Faut comprendre ça. Une hausse des taux. Alors, on va vous dire oui, mais ça n'arrivera pas. Mais ça n'arrivera pas jusqu'à ce que ça arrive. Si les taux montent de 1 ou 2%, eh bien les fonctionnaires seront plus payés. Là, on sera dans le dur. On sera jusqu'à l'os. D'accord. Donc il faut se préparer à sortir de là. On n'a pas le choix. Et donc la restructuration de la dette ou l'annulation de la dette détenue par la Banque de France permettrait de nous soulager. Ensuite, il faut se ménager d'autres sources de financement, comme des emprunts. Il n'y en a pas 36. Hein. Vous avez
soit vous faites un emprunt national auprès de votre population, hein, à un taux préférentiel, c'est tout à fait acceptable. Je veux dire, les Français seraient, à condition que leur remboursement soit, disons, gravé dans le marbre, hein, évidemment, il faut redorer un petit peu la parole de l'État français, mais à partir du moment où l'État garantit le remboursement, des garanties qui mènera une politique sérieuse, il n'y a pas de raison que les citoyens français ne prêtent pas de l'argent à leur État. Et d'ailleurs, c'est ce qu'a fait l'Italie, hein, c'est ce qu'a fait Mélanie. Mélanie, elle fait des emprunts auprès de la population. Bien sûr, il faudra abroger la fameuse loi du 3 janvier 73, hein, si vous voulez savoir ce que c'est. Il y a un excellent bouquin qui a été écrit là-dessus par Pierre-Yves Rougeron. Voilà, si ça vous intéresse, c'est un excellent livre qui montre quelle est l'origine de cette loi et qui l'a fait voter et pourquoi. Cette loi du 3 janvier 73, c'est la loi, en gros, qui interdit à la Banque de France, enfin, grossièrement, de financer la dette. Alors, parce qu'avant, il y avait un système qui s'appelait le circuit du Trésor. Circuit du Trésor où en fait on obligeait les banques à investir leurs fonds propres dans la dette française, d'accord, et l'État venait piocher dans les dépôts de manière régulière pour se financer à court terme. Alors, eh bien, ça nous a permis quand même de financer beaucoup de choses, y compris nos 52 réacteurs. Hein. C'était un système. Et tout d'un coup, dans les années 70, c'est devenu ringard. Des grands penseurs venaient nous dire que oh, c'était pas moderne, que c'était une incitation à l'endettement et qu'il valait mieux se mettre dans les mains du marché comme c'est maintenant, parce que comme ça on serait surveillé par le marché et puis ça ferait un frein à l'endettement. Vous voyez comme ça a bien fonctionné. Hein, donc il faut d'urgence rétablir ce circuit de financement et voilà, et abroger cette loi inique. Ça va, ça vous convient ce que je vous dis? Oui, très bien. Il me semble qu'il y a déjà pas mal de questions. Donc, si vous avez fini votre intervention, Non, bah, je vais je vous juste, propose. non, je vais juste, je vais terminer. Oui, d'accord, que je vais terminer. Euh, alors, au lieu de se demander ce qui se passera si on sort de l'euro, il faut aussi se demander ce qui se passera si on n'en sort pas. Voilà, parce que ça, c'est plus facile, si vous voulez. Alors, si on continue avec le syndrome de la Dame de Noël, c'est-à-dire considérer que le passé présage du futur, hein, en gros, oh, bon, ça a bien tenu jusque-là, ça tiendra bien, hein, ça va aller comme ça, tant qu'il paye ma retraite, tout va bien. Eh ben non, ça va s'arrêter tôt ou tard. Et si on continue comme ça, eh bien, il y aura une poursuite des industrialisations, hein, comme c'est le cas d'ailleurs, contrairement à tout ce qu'on nous dit avec les Choose France et toutes ces conneries, c'est du pipeau. Il faut comprendre qu'il y a la désindustrialisation se poursuit. C'est pas vrai ce qu'on dit à la télévision, d'accord. On aura de plus en plus de chômage, ça va avec. Et on a déjà une tiers-mondisation de l'économie, hein, si vous voulez, si vous voyez une tiers-mondisation de l'économie. La France commence à cumuler les marqueurs d'économie du tiers-monde, c'est-à-dire qu'on voit peu de grosses entreprises, des petites échoppes, et surtout une économie qui commence dont on dit qu'il faut développer l'économie appauvrissante, c'est-à-dire toutes les activités qui ne sont pas scalables. Il n'y a pas d'économie d'échelle, pas de gain de productivité, comme l'hôtellerie, je suis désolé, l'hôtellerie, le tourisme de masse et la restauration. C'est très bien pour ceux qui le font. Entendez-moi bien, pour ceux qui le font, c'est très bien, mais ça ne peut pas être un projet pour un pays développé comme la France. Vous comprenez, il n'y a pas de gain de productivité possible. Et nous, voilà, on se dirige là-dessus et tout le monde trouve que c'est très bien. Le PIB en parité de pouvoir d'achat n'arrête pas de chuter. Hein. N'arrête pas de chuter. On descend vers la moyenne européenne. Alors, je dis, moi, vraiment ma thèse, c'est qu'il vaut mieux l'incertitude due à la sortie, d'accord, que la certitude d'une déchéance inexorable. Voilà, c'est tout. Et aussi comprendre que la sortie n'est qu'une condition sine qua non et qu'il faut la confier à des gens compétents. Il est certain que si vous mettez Ségolène Royal en charge de la sortie de l'euro, bah, ce sera une catastrophe. D'accord, il vaut mieux rester comme on est et crever gentiment encore pendant 10-15 ans. Et ensuite, une fois sortis, par contre, eh bien, nous serons livrés à nos propres turpitudes. Et il faudra qu'on y fasse. Il faudra qu'on sache y faire face. Voilà. Merci infiniment de Merci m'avoir beaucoup écouté. pour votre intervention. On va passer aux sessions questions-réponses. Donc, je vous rappelle où est-ce que vous pouvez
poser vos questions, vous avez une petite main en bas à droite de votre écran. N'hésitez pas à cliquer dessus ou les poser dans le chat en m'arrobasant pour que je puisse voir et la poser à l'oral. Oui, bonjour à tous. Merci du coup pour la prise de parole et l'argumentatif. Moi, ça a été. Je suis arrivé un petit peu en cours. Il y a eu beaucoup de mots un petit peu complexes, beaucoup de déclaratives. Heu, où il aurait fallu beaucoup plus de temps, à mon avis, pour éclaircir le sujet, hein, mais ça, je pense que vous en étiez conscient vu Oui, ce le temps de parole, hein, faut ça c'était simplifier. sûr. Il faut simplifier. Après, moi j'avais des questions sur votre parcours. Alors vous l'avez peut-être dit en début, je sais pas, mais du coup je viens d'arriver. Votre parcours, moi je me suis renseigné sur internet, mais internet, bon, sur divers navigateurs et cetera, mais j'ai pas vu, par exemple des études, j'ai pas vu, vous parliez de thèse, donc est-ce que vous êtes, postulant doctorant Non, ou? non, 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 mes études, j'ai fait un DEA de mathématiques, voilà et un, DESS de finance, voilà, pour y avouer que c'est ça et professionnellement, j'ai passé toute ma carrière dans la gestion d'actifs, voilà et aussi du conseil, dans de certains groupes internationaux pour faire des OPA. Ah, des OPA carrément, OK, donc auprès de fonds d'investissement ou juste Heu, OPA, auprès de grandes entreprises qui voulaient, comment dire? Grandes Ouais. entreprises, étrangères, je peux pas vous dire lesquelles parce que Non, 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 je ah sais. voilà, mais voilà, j'ai participé exactement à 2 grosses OPA, sur une boîte française du CAC 40 et sur une boîte portugaise. Voilà, donc j'ai vu c'est pour ça que ça m'a permis de voir, à quel point il y a aucune protection vis-à-vis des prédateurs extérieurs, si vous voulez. On n'a jamais rien trouvé en face de nous. Voilà, c'est ça ce qui m'a choqué, moi. Bon, OK, vous avez répondu à mes questions, du coup, j'ai tendance à beaucoup parler, donc je vais laisser la parole aux autres. Je vous remercie pour vos réponses C'est moi. et bah, bonne, continuation à vous surtout, Merci. monsieur. Merci beaucoup pour ta question. C'est à Dicide. Ouais, vous m'entendez? Oui, Très oui. bien. Bonsoir. Du coup, ma question, en fait, j'ai souvenir que le Portugal a pu refuser, lui, un plan d'austérité en mars 2011. Ce refus avait été initié par l'opposition, qui a d'ailleurs provoqué la démission du gouvernement. Ils n'ont pas pour autant quitté l'Union européenne à ce moment-là, donc je vois ça comme une expression de souveraineté. La Hongrie, la Pologne, le Danemark, les Anglais ont tous pu garder leur monnaie. Ma question, c'est y a-t-il pas une marge de manœuvre en restant dans l'Union? Est-ce que c'est pas finalement surtout une question de volonté du gouvernement que de ne pas être souverain tout en restant dans l'Union européenne? Bien sûr que vous avez raison, parce que c'est confortable. C'est confortable de se dessaisir de toute forme de responsabilité. Si vous les écoutez parler, j'écoutais l'autre jour Saint-Martin. Voilà. Vous voyez qui c'est? Je crois qu'il s'appelle Laurent Saint-Martin, le ministre. Il Oui, peut pas faire une phrase. D'abord, il y a un mot qui lui écorche la gueule, c'est le mot France. Il peut pas prononcer le mot France. Il ne peut pas faire une phrase sans parler de ses partenaires européens. Voilà. Ils se dessaisissent de toute forme de responsabilité. Et c'est très confortable. Parce qu'affronter la réalité, c'est trop difficile. ok, d'accord. Donc finalement, la réponse c'est oui, en réalité, on pourrait faire preuve de souverainisme tout en restant dans Alors, il l'Union faut. européenne. Alors, le problème, c'est que. Est-ce que les autres nous laisseront faire? Je vous ai dit, notre problème, il est de l'autre côté du Rhin, d'accord? Comme leur économie va un peu moins bien, ils n'accepteront jamais. Parce qu'en fait, ça pourrait bien se passer. Ça pourrait bien se passer un certain rééquilibrage. On pourrait par exemple nous permettre de reprendre une monnaie avec ce qu'était un peu le système monétaire européen, un petit flottant qui nous donne un peu d'oxygène, nous laisser utiliser notre énergie nucléaire, qui nous permet de nous réindustrialiser. D'accord? Ça pourrait se passer assez calmement, mais ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. Hélas.
Et je ne vois pas ce qu'on peut faire. Je ne vois pas comment on peut faire plier cette structure. Ouais, commencer par être dans un rapport de force, peut-être déjà, effectivement. Oui, mais le problème, c'est que n'oubliez pas que l'Europe est dans notre constitution. D'accord? C'est-à-dire que si vous rentrez dans un rapport de force, ce que vous trouverez en face de vous, en premier, c'est pas l'Europe, c'est votre Conseil constitutionnel et votre Conseil d'État. Ouais, mais c'est ce que je veux dire par rapport de force, c'est-à-dire que la Constitution, elle peut être révisée à l'initiative Oui. du Ah oui, gouvernement. d'accord. Non, non, mais bien sûr, bien sûr. Mais je veux dire, Bien sûr. Dans la Constitution, vous avez un article qui est l'article, je ne suis pas un professionnel du droit, mais c'est l'article 89, je crois, qui vous dit, qui énonce le fait suivant: la France participe de son plein gré à l'Union européenne et accepte les transferts de compétences. Voilà. Ça, cet article-là, il est dans la Constitution et malheureusement, et tant qu'il est là, il faut le respecter. Ou alors, on appartient à un autre type de pays qui ne respecte pas sa constitution. Là c'est un autre problème. Moi, je me place toujours dans un cadre légal. D'accord? Ouais, je comprends. J'ai encore 2 autres questions, mais je pense que je vais laisser la place parce que voilà. Merci beaucoup. C'est bon. Merci pour votre question. C'est au tour de Lénard. Salutations, salutations. On m'entend? Oui, Très très bien. bien. Ok, parfait. J'ai juste une question, moi, c'est quels sont les points clés économiques auxquels, entre guillemets, la France peut s'appuyer pour soit avoir une forme de souveraineté au sein de l'Union européenne, mais une souveraineté qui répond réellement à nos intérêts, nos intérêts nationaux, ou alors une forme de stratégie d'empire, quoi, en deux termes. Parce qu'on voit bien finalement que tout se passe à travers des marchés privés. La plupart des grands concurrents, enfin que ça soit les GAFAM ou dans d'autres types de marchés en deux termes, font pas mal appel quand même à la main-d'œuvre française et encore plus sur des postes intellectuels. Et de l'autre côté, je me pose la question, du coup, finalement, pourquoi nous ne pouvions pas nous-mêmes entreprendre chez nous pour nous aussi, entre guillemets, dominer des parts du marché? Oui. Alors, il est vrai que la France a un avantage. La France, c'est quand même pas le Zimbabwe. D'accord? Il y a quand même, c'est quand même la 6 ou septième ou huitième économie du monde. Il y a quand même de la cervelle. C'est pas, il y a moyen de faire quelque chose. Mais maintenant, si vous voulez par exemple, reconstruire une industrie, d'accord? Reconstruire une industrie, ça consiste pas à construire des gigafactories comme le fait Macron. D'ailleurs, des gigafactories qui d'ailleurs ne marchent pas, hein, qui n'arrivent pas à produire. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Je veux dire, c'est la même chose que si vous essayez de créer de la vie. Vous savez, vous avez des gens qui, dans des tubes à essai, ils mettent des acides aminés, ils font passer du courant, ça a été essayé. On n'a jamais réussi à créer de la vie. Bien, pour créer un biotope économique, ça se fait pas de manière pyramidale. D'accord? Il faut s'appuyer sur ce qui existe déjà. Il faut un plan. Il faut vraiment un plan. L'État doit, un vrai secrétariat au plan comme il était avant, hein, pas dirigé par Bayrou qui produit une feuille A4 tous les 6 mois. Et voilà, il faut mettre ça en place. Et surtout, il faut malheureusement une politique nationale. Vous devez, si vous voulez recréer une chaîne de valeur chez vous, vous devez la protéger dans un premier temps, la protéger de l'extérieur. Oh, et ça commence par exemple par ce que l'argent public soit dépensé dans nos entreprises nationales. Or ça, je suis désolé, mais c'est interdit par les règles européennes. Tout doit faire l'objet d'un appel d'offres. Donc il n'y a pas de stratégie nationale possible. Elles sont illégales. Ça répond à votre question? Je me posais plutôt finalement, par exemple, si demain il y avait une forme, je n'en sais rien moi, de révolte ou entre guillemets de contre-courant en ce qui concerne la sortie de l'Union européenne, finalement, qu'est-ce qu'on pourrait entreprendre ou dans quel marché on pourrait entre guillemets s'insérer? Outre finalement que d'être de la petite main-d'œuvre, quoi. Parce que quand je regarde par exemple les GAFAM qui dominent le marché du numérique, je me pose la question et je me dis, bon, bah attendez, c'est quand même grave. Enfin, on parle de la France, elle a toujours été partout. Alors peu importe l'histoire n'est pas beau, mais de là à ce qu'elle n'ait pas, entre guillemets, de part de marché, par exemple, dans ce marché du numérique, c'est quand même gravissime. Parce qu'on dit, oui, c'est de la concurrence, c'est de la liberté de concurrence, c'est du capitalisme, tout ce qui s'ensuit. Oui, mais toutes ces entreprises appartiennent aux Américains et que les puces soient faites enfin, à Taïwan ou dans d'autres continents, ça change pas que les licences, eux, sont principalement américaines. Et là, je me pose des questions, du coup, qu'en est-il de nous et qu'en est-il du coup de notre avenir?
Oui, c'est une très bonne question parce on a laissé filer, des joyaux comme ST Microelectronics, par exemple. D'accord. On était dans le coup, hein, sur les puces, hein. On avait également des moteurs de recherche. On avait tout ce qu'il fallait, mais simplement, on n'a jamais été capable de trouver les fonds nécessaires pour les développer. L'État, l'État parle beaucoup, mais il n'est jamais capable de trouver les fonds pour faire quoi que ce soit. Je vous donne un exemple qui est pas de la haute technologie, mais quand même. On nous dit il faut de la souveraineté dans l'armement, d'accord? Donc, dans le dernier fabricant de fusils de petit calibre en France, c'est Vernet-Caron. Pas tous les chasseurs connaissent ça, ils font des carabines de chasse. Vernet-Caron est en liquidation quasiment, d'accord? Cherche un repreneur. Pourquoi? Parce qu'il leur manque 5 millions d'euros. Est-ce que vous ne pensez pas que l'État français n'est pas capable de faire un tour de table? Je veux dire, si vraiment on avait des dirigeants dignes de ce nom, ils auraient convoqué les banques il y a bien longtemps et ils leur auraient intimé l'ordre de lâcher 5 millions et de sauver Vernet-Caron pour qu'il nous reste quand même un fabricant de petit calibre. Donc, vous voyez, et c'est comme ça avec tous les secteurs économiques. Il n'y a pas de gestion, il n'y a pas de vision, il n'y a pas de... C'est du vent, quoi. Voilà, c'est du vent c'est des gigafactories de batteries dont personne ne veut, qui sont pas capables de fabriquer. On est même allé, je sais pas, j'ai vu un truc incroyable. Pour être capable de monter en production dans une des usines de batteries dans le nord de la France, il a fallu faire appel à des sous-traitants chinois parce que c'était les seuls capables de faire ça. Voilà, on en est là. Je suis désolé, mais on part de bas. Ok, bah du coup, on est d'accord sur le fait que finalement, les politiques menées, les politiques européennes, ne nous permettent pas un développement économique souverain ou Non, autonome. parce que l'Union européenne n'a pas de volonté de puissance sur l'extérieur, d'un point de vue plus théorique. C'est-à-dire que elle n'est respectée par personne, d'accord? Soyons clairs. Regardez, je vais vous donner plusieurs exemples. Ça, ce sont des symboles, mais rappelez-vous Erdogan qui reçoit von der Leyen et elle n'avait pas de chaise pour s'asseoir. Vous vous souvenez de ça? Très bien. Von der Leyen qui va en Chine, elle est accueillie par le ministre de l'écologie chinois et renvoyée par un vol non diplomatique. Victoria Nuland, secrétaire d'État américaine, dont on intercepte la conversation avec son ambassadeur en Ukraine, qui lui dit que bon, il y a des sanctions, les Européens ne seront pas très contents, et elle lui dit fuck the EU. Les exemples comme ça sont multiples. L'Union européenne n'est pas respectée. Donald Trump veut même pas rencontrer von der Leyen parce qu'elle n'est rien pour lui. D'accord? Donc, étant donné qu'elle n'a aucune volonté de puissance sur l'extérieur, qu'elle n'est respectée par personne, eh bien, elle passe son temps à s'acharner sur nous, sur les habitants, sur l'interne. J'ai compris. Enfin, je pense avoir compris. Sur ces mots, je vais vous laisser. Je vous remercie pour cet éclaircissement. Merci beaucoup. C'est au tour de Neil Ferberg et après je prendrai les questions à l'oral avant de reprendre les questions, les questions à l'écrit, pardon, avant de reprendre les autres questions à l'oral. Bonsoir à tous. Déjà, merci pour votre intervention et votre présence. Et moi, en fait, j'entends, bon, il y a beaucoup de critiques, certainement à juste raison, beaucoup de choses qui sont dites. Moi, j'aurais quand même aimé que vous précisiez, qu'est-ce qui se passe admettons, ok, on sort de l'Europe, on sort de l'euro, enfin, de l'Europe commerciale, j'entends, Europe financière, on sort de l'euro. Ok, why not? Et qu'est-ce qui se passe après? On fait quoi? On a quoi comme levier pour être sérieux, compétitivement parlant, face au reste du monde. Parce qu'il ne s'agit pas de se refermer sur soi-même et de dire, bah, on va se débrouiller tout seul et puis laissez-nous tranquilles. Il s'agirait quand même, enfin voilà, on est quand même dans un monde ouvert où il y a quand même d'autres cultures, des gens qui veulent travailler avec nous, tout ça. Qu'est-ce qu'on fait? À quoi va ressembler notre monnaie? Oui. Pour le coup, moi j'aimerais bien savoir à quoi ressemblerait notre future monnaie dans ces cas-là. Comment ça serait évalué ou surévalué, parce qu'il va falloir quand même remettre les choses. Donc voilà, moi c'est un peu ce point-là Oui, que j'aurais voulu que vous bien sûr. éclaircissiez. Oui, oui. Alors déjà, la monnaie, oui, mais c'est le but en fait, qu'elle soit dévaluée par rapport. Mais dévaluée par rapport à quoi? Parce que c'est ça la vraie question. Oui. D'évaluer par rapport à, alors si l'euro existe encore, après notre départ, j'imagine pas l'euro survivre en fait, mais bon, ça deviendrait un euromarque, d'accord, c'est déjà un euromarque, c'est déjà, voilà, mais ça serait d'évaluer par rapport à la monnaie allemande d'à peu près 20 à 25%, oui, probablement, mais c'est le but, c'est l'objectif,
D'accord? Alors, est-ce que une telle dévaluation va se traduire par une inflation de 25%? Parce que c'est ça ce qu'il y a derrière votre question. Non, Un heureusement. peu de ça, ouais. Mais non, non, heureusement pas. Vous aurez une inflation probablement de 5%. Mais cette inflation, vous l'avez déjà eue récemment. Vous l'avez eue avec le Covid. Vous avez votre inflation de 5% de manière régulière. D'accord? C'est pas la fin du monde. Et surtout, moi, je considère que c'est pas cher payé pour sortir la jeunesse du chômage. Voilà. Si le prix à payer, c'est un petit peu d'inflation pour que les gens aient des emplois, eh bien, c'est mieux un peu d'inflation que le chômage. Alors, après, qu'est-ce qu'on fait de notre liberté? Évidemment qu'on va pas devenir la Corée du Nord, mais vous pensez bien que, vous pensez vraiment que nos partenaires commerciaux vont arrêter de travailler avec nous? Ils n'ont pas le choix. Bah, si vous C'est-à-dire- parlez si par exemple vous dites qu'on rembourse pas ne serait-ce que enfin voilà, vous dites, aucun remboursement à la Banque de France parce que c'est elle qui détient nos actifs. 25% vous disiez de Ah, notre dette. non, je dis que ça se restructure. Il faut savoir qu'une dette, Me une dette, me restructure. ouais, Et oui. la confiance de nos partenaires, elle peut être aussi, très entamée avec ça. On c'est-à-dire: «Oh mais la France ne rembourse pas ses dettes» ou du moins ne déjà pas sa propre dette. Comment on fait? Ah, mais de toute façon, une dette, c'est le maire qui dit Je fais l'avocat une dette doit être remboursée. Non, une dette doit pas être remboursée. C'est pas vrai. je fais l'avocat du C'est une dette, c'est de la cavalerie, d'accord? On oui, la bien rembourse sûr. jamais. On fait que rembourser les intérêts et nous on en est à emprunter pour rembourser les emprunts, d'accord? Donc si on reste comme ça, eh bien qu'est-ce qui va se passer? Ben vous voyez on y est presque. On va finir en défaut de paiement. On va finir par plus pouvoir rembourser. Une dette, ça se restructure, d'accord? Il n'y a pas de honte. La France, c'est peut-être le seul pays qui n'a pas fait faillite en 250 ans. Est-ce que vous savez, par exemple, que l'Allemagne a fait faillite, a fait défaut assez récemment, après la réunification, et personne n'en a parlé, personne n'a voulu en parler. L'Allemagne, Ah après non, la personnellement, j'avais pas réunification, l'info. Merci de me le a refusé de payer à la Grèce les 5 encore une. milliards de francs or qu'elle lui devait pour les dédommagements de la Seconde Guerre mondiale. Elle a refusé de les payer. Théoriquement, ça s'appelle un défaut, d'accord? Simplement, pour pas faire d'histoire, on a mis ça sous le tapis, d'accord? Ah, En ce qui concerne excusez-nous, la vous avez France, excusez-nous, je sais pas pourquoi, mais nous, vous avez coupé une quinzaine de secondes là. Les 15 dernières secondes, ça a coupé, vous étiez pas du tout, avec nous. d'accord. Donc j'avais entendu que l'Allemagne a fait défaut, d'accord, en Oui, refusant de voilà. rembourser la Grèce, voilà. Et ça a été mis, on n'a pas mis, personne n'a mis l'Allemagne en dépôt de bilan dans les agences de notation, d'accord, parce qu'on peut pas se OK. permettre un défaut de l'Allemagne. Eh bien, je peux vous dire que, vous vous souvenez, quand la Grèce était à deux doigts de la faillite, que ça a failli entraîner tout le système financier européen. Vous vous Ouais. souvenez de ça, n'est-ce pas, dans les années en 2012. Qu'est-ce que vous croyez qui va devenir de la faillite de la France? Qu'est-ce que vous croyez qui va se passer? Personne ne laissera la France faire faillite. Je veux dire, comme disait, je crois que c'est Patrick Drahi qui disait, quand vous devez 1000 euros à la banque, vous avez un problème. Quand vous devez 1 milliard d'euros à la banque, c'est la banque qui a un problème. Et bien là, c'est un peu ça. Et là, celui qui a le couteau dans le sens du manche, c'est pas celui qu'on pense. Voilà. On va restructurer notre D'accord. dette. De toute façon, ça c'est nécessaire. Beaucoup de pays occidentaux seront contraints de restructurer leur dette, tôt ou tard. Et vaut mieux être le premier, vaut mieux être dans les premiers. Mmh. Oui, oui, je vois le raisonnement. Donc voilà, c'était juste, voilà, pour éclaircir à peu près, voilà, parce que j'avais pas dû très bien. Ben, je vous remercie de votre intervention, merci de vos Je vous en réponses. prie. Je laisse ma place. Merci beaucoup pour votre question. Je vais prendre une question à l'écrit cette fois-ci. À l'écrit plutôt, désolé. Le référendum de 2005 a montré un rejet franc et pourtant, depuis, l'idée du Frexit fait peur à une partie importante de la population. Comment l'expliquer? Quelle stratégie employer pour éveiller une prise de conscience? C'est normal que ça fasse peur. C'est normal parce qu'en plus, tout est organisé pour vous faire peur. Tous les médias de grand chemin sont main dans la main pour vous faire peur. On veut dire. Déjà, on vous dit que. On vous met dans la tête depuis votre plus jeune âge que la France est trop petite pour pouvoir exister. On est trop petit pour être tout seul, on est trop petit pour avoir une devise, on est trop petit pour tout. Alors que vous avez à vos portes un pays comme la Suisse, d'accord, avec 8 millions et demi d'habitants qui est parfaitement indépendant, qui défend ses intérêts, qui a sa devise. Vous avez la Suède, vous avez le Danemark. Si vous voulez aller plus loin, vous avez la Corée du Sud. On se dit jamais que la Corée du Sud, c'est trop petit, hein. Alors pourquoi nous, on aurait exactement la taille qu'il faut pas pour pouvoir se permettre une certaine indépendance. Donc voilà, il faut arriver à sortir de ça, sortir de la terreur.
Et c'est pas facile. Et puis surtout, on fait peur à une partie de la population. Voilà, les retraités ont peur, mais c'est normal qu'ils aient peur parce qu'on leur dit, bah oui, mais vous vous rendez pas compte, vos économies vont fondre, et il restera plus rien parce que les obligations françaises vont s'effondrer. Alors oui, je vous dis, il est certain que en cas de sortie de l'euro, il est certain que des gens verront leur portefeuille, la valorisation de leur portefeuille, de leurs économies, fondre, c'est certain, faut le dire. Mais simplement, c'est nécessaire. Je suis désolé, mais vous ne pouvez pas offrir à votre jeunesse comme seule perspective de rembourser les dettes de leurs parents et de leurs grands-parents. C'est pas possible. Ils l'accepteront pas et ils auront raison. Deuxième question à l'écrit. Question, selon vous, en cas de sortie de l'euro, quelle parité entre l'euro et le nouveau franc? Merci. Alors, les dernières études que j'avais vues parlaient d'une dévaluation de 20 à 25%. Voilà ce que j'ai vu. Par rapport à l'euro. Voilà, c'est ça. C'est à Humiel de poser sa question. Bonsoir, merci pour votre démonstration et la réponse à vos questions. Je voulais vous poser une question par rapport au couple multiculturel européen. Comment Oui. vous entrevoyez dans le cas si le Brexit aboutissait, comment vous considérez la situation de ces couples-là et d'une façon plus large, donc les étrangers en fait qui vivent en France. Et, quelle serait votre situation pour vous qui vivez en Allemagne, par exemple? Moi, je fais partie exactement du problème que vous évoquez, mais je veux dire, il faut pas confondre. Je pense qu'il faut être, et ce sont le genre ce qu'on évoque aujourd'hui, il faut être capable d'une certaine schizophrénie. Ce qui est vrai pour votre vie personnelle, qui est bon pour vous, n'est pas bon pour votre pays. C'est pas la même chose, c'est pas la même échelle. Moi, je vis très bien de l'autre côté du Rhin, il n'y a pas de problème, pas de problème majeur, mais simplement, je sais que ce pays est nuisible pour mon pays, pour la France. Voilà. Il faut être capable de schizophrénie. Vous pouvez pas raisonner à l'échelle individuelle comme vous raisonnez quand vous êtes à la tête d'une nation. Mais je pense pas que ça posera des problèmes majeurs. Regardez l'Angleterre, j'ai pas entendu dire qu'il y avait des problèmes, des gros problèmes de ce type-là. Au niveau de la carte de séjour, ces choses-là, il faudra quand même les reconsidérer, quoi. Ça, c'est évident. Bien sûr qu'il faut le reconsidérer. Enfin, je veux dire, vous n'allez pas interdire aux Allemands de s'installer ici, je crois, et inversement, à mon avis, ce serait une erreur majeure. C'est pas qui passe à l'urgence, quoi. A priori. Hein. D'accord. Très bien. Et une autre question qui n'a rien à voir, vite fait, c'est est-ce qu'on peut annuler la dette de la Banque de France si on reste dans l'UE malgré tout? Non. C'est pas, ça, c'est pas possible parce que, en fait, c'est la BCE qui détient à travers la Banque de France. D'accord? C'est assez compliqué. Non. Mais je peux vous dire une chose. Disons que j'ai vu pas mal de crises quand même depuis que je suis dans la vie professionnelle financière. Et je peux vous dire que quand il y a besoin de faire quelque chose, quand ça va très mal, il n'y a plus de loi. D'accord? Il n'y a plus de loi, il n'y a plus de réglementation. Chacun fait ce qu'il a à faire pour sauver sa peau. Faut pas raisonner trop de manière juridique. J'ai vu beaucoup de choses. Hein. Par exemple, j'ai vu je crois que c'est des sociétés ING, je crois, ou je me trompe, je ne sais plus. J'ai vu des actionnaires spoliés en 24 heures, d'accord, par l'État belge et l'État hollandais. Hein. Voilà. Quand c'est comme ça, on fait ce qu'il faut. Si vous regardez le sauvetage de Crédit Suisse récemment, il y a beaucoup de choses à dire. Hein. Toutes les règles n'ont pas nécessairement été respectées pour respecter les intérêts de tout le monde. Donc, il faut faire ce qui doit être fait. La Banque de France, vous avez la possibilité de restructurer votre dette et vous le faites, c'est tout. Parce que ça donne de l'oxygène quand vous avez 25% de votre dette, mais pas forcément annulée. Hein. Annulée, c'est extrême, mais vous pouvez la restructurer. Vous pouvez l'allonger, faire ce qu'on appelle un haircut. Vous pouvez couper le coupon. Vous pouvez faire plein de choses, mais il faut faire quelque chose. On peut pas continuer comme ça. C'est le premier poste de dépense.
Les intérêts de la dette, même pas la dette, les intérêts. Pas continuer comme ça. On peut pas. Je le dis, je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure. On peut pas offrir comme seule perspective à une population de rembourser des intérêts. C'est pas possible. D'accord. Merci Très beaucoup pour bien, je vous votre remercie pour question. vos réponses. C'est la Godefroy. Désolée si j'ai écorché votre prénom. Pas de souci. Alors bonsoir Monsieur Falinto. Déjà, je Bonsoir. vous remercie pour votre clairvoyance face au bellicisme germanique à notre égard. Ça fait plaisir d'entendre ce discours parce que beaucoup de gens s'aveuglent là-dessus. Et moi, j'avais une question à vous poser. C'était l'AfD souhaite sortir de l'Union européenne et de l'euro. Qu'est-ce qui se passe si les Allemands sortent avant nous? Est-ce que ça peut pas nous désavantager? Mais ça, ce serait la catastrophe. Quiconque, en fait, le seul qui s'en sort, c'est le premier qui sort de l'euro. D'accord? Parce que l'euro, alors oui, j'ai pas évoqué ça, mais l'euro est construit d'une façon un peu bizarre. C'est-à-dire que c'est pas construit comme une devise normale. Quand vous avez, par exemple, 100 euros sur un compte, dans un pays normal, en Angleterre par exemple, quand vous avez 100 euros sur un compte, bon, vous savez, j'espère que personne n'a la naïveté de penser que la banque a 100 euros en réserve dans un coffre. D'accord? Non, vos 100 euros, ils ont été joués 8 fois, déjà dépensés 8 fois, investis 8 fois. Donc, mais ce que vous avez, c'est une créance sur votre banque commerciale, c'est-à-dire la promesse que votre banque commerciale mettra à disposition cet argent si vous en avez besoin. Et cette banque elle-même a une créance sur la banque centrale nationale. Dans le cas de l'euro, si l'euro était comme une monnaie normale, donc vous avez votre créance sur votre banque commerciale, et votre banque commerciale devrait avoir une créance sur la Banque centrale européenne. Et ce n'est pas le cas. En France, l'euro est fait de telle façon que votre banque a une créance sur la Banque de France. En Allemagne, il y a une créance sur la Bundesbank. Si bien que, avec tous les déséquilibres que l'euro a engendrés, c'est-à-dire que vous avez le nord qui exporte et le sud qui importe. Donc vous avez des masses d'argent, si vous voulez, qui vont du sud vers le nord. Et théoriquement, je veux dire, et ça aurait dû donner lieu à ce qu'on appelle, je ne sais pas comment on dit en termes des clearings, c'est-à-dire des apurements, disons, réguliers entre la banque, par exemple, entre la Banque d'Italie et la Banque centrale italienne et la Banque centrale allemande. C'est-à-dire de manière régulière, la Banque centrale italienne aurait dû verser des milliards à la banque depuis 20 ans à la Banque centrale allemande. Or, elle l'a pas fait parce que tout le monde pensait qu'il y aurait qu'une convergence et que ça aurait fini par tout ça, par se moyenner. Or, il se trouve maintenant que il se trouve que la Banque centrale italienne, par exemple, doit quelque chose comme 400 milliards à la Banque centrale allemande. Voilà. Ça s'appelle les sold target 2. Alors, vous pouvez regarder, vous pouvez passer toute votre vie professionnelle dans la finance sans jamais entendre parler de ça. C'est l'économiste Vincent Brousseau qui avait bien expliqué ça, et celui qui était chez Asselineau à l'époque, si mes souvenirs sont bons. Et donc, les sold target, maintenant, eh bien, l'Italie doit 400 milliards à l'Allemagne, si vous voulez. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que l'Allemagne le voit. D'accord? L'Allemagne considère que le contribuable italien lui doit 400 milliards. Je ne sais pas si l'Italie l'entend de cette oreille-là. Donc, en cas de sortie de l'Allemagne, l'Allemagne demandera le remboursement de ses sold target. D'accord? Et ce qu'il faut savoir, c'est que ceux qui restent dans l'euro se retrouvent solidairement responsables. C'est-à-dire que ce serait à nous de payer la dette italienne. Par exemple, on en deviendrait responsable. D'accord? Donc c'est pour ça qu'il faut se barrer de là au plus vite, avant qu'il y ait des conflits épouvantables. Si l'Allemagne sort, il n'y a plus d'euros. C'est simple. Oui, non, mais ça, je me doute, mais je voulais confirmer les effets néfastes pour la France si l'Allemagne sortait en premier. J'avais déjà entendu ça quelque part, mais je me souvenais plus très bien, donc je voulais des éclaircissements. Je vous remercie. Merci beaucoup pour votre question. Louis, c'est à vous. Oui, merci. Je pense que vous m'entendez. Oui. Très bien. Bien, là, je voudrais rebondir un petit peu sur l'histoire du couple franco-allemand qui a été soulevé lors de la conférence. À supposer que la France, effectivement, quitte l'euro et l'Europe, qu'adviendrait-il de ce fameux couple franco-allemand, et est-ce qu'il ne faut pas s'attendre à une guerre économique entre la France et l'Allemagne? Mais la guerre économique, vous l'avez déjà? Elle est déjà là, la guerre économique. Comment vous appelez cette façon d'essayer de détruire notre nucléaire civil, c'est-à-dire notre seul avantage compétitif? C'est déjà la guerre totale. C'est ça qu'il faut comprendre. Ça ne peut pas être pire en fait. Simplement, c'est à bas bruit.
C'est déjà la guerre. C'est déjà la guerre. D'accord. D'accord, ben merci. Merci pour cette réponse claire et simple. Alors, je vais prendre une question à l'oral. Que faisons-nous pour ne pas perdre nos économies à la banque? Le Bitcoin? Alors moi, le Bitcoin, je sais pas. D'abord, j'ai pas le droit de donner des conseils financiers. Et puis, de toute façon, honnêtement, mon avis vaut pas plus que celui de quiconque de ce point de vue-là. Les économies, les économies en France, c'est en majorité, bon, c'est souvent de l'assurance vie, et l'assurance vie, elle est investie en dette de la zone euro, et particulièrement en dette de l'État français. Parce que depuis toujours, l'État a drainé l'épargne pour se financer en offrant un cadre fiscal intéressant. Alors, il est certain que si vous conservez l'assurance vie, vous allez perdre en valeur, c'est sûr. C'est sûr. En cas de sortie de l'euro, dans un premier temps, vous perdrez en valeur, c'est certain. Et personnellement, je pense qu'il faut. Et le cadre de l'assurance vie est de moins en moins intéressant de toute façon. Et de toute façon, vous avez les lois Sapin. Je ne sais pas si vous avez entendu. Les lois Sapin ont déjà prévu de piocher dans les comptes en cas de nécessité. Donc, c'est pas plus mal en action en fait. Mais c'est tout. Je peux pas vous en dire plus. Évidemment, il y aura un impact, c'est certain. Parce que je vous dis, l'objectif, c'est quand même de développer l'emploi. Un peu au détriment de la rente. Donc inévitablement, les gens qui ont des économies verront leur portefeuille, la valeur de leur portefeuille baisser dans un premier temps. Mais si ça se redresse, c'est différent. Parce que le franc, la future monnaie. Enfin, moi, j'aime pas trop parler de retour au franc parce que c'est pas bien. Je veux dire, il faut se mettre à la place des gens qui ont 20-25 ans, qui n'ont jamais connu le franc. Hein, c'est comme si à nous on nous disait on va retourner au louis d'or. Donc, il ne faut pas retourner à quelque chose. Il faut, à la limite, présenter ça autrement en disant la monnaie souveraine, la nouvelle monnaie, on l'appellera comme on veut, franc, peu importe. Cette monnaie, si votre économie se redresse, la monnaie, les 25% de décote vont vite disparaître. Hein. Parce qu'il faut comprendre qu'une fois sorti de l'euro, vous avez un effet immédiat. Vous avez les carnets de commandes des entreprises françaises qui se remplissent, qui deviennent immédiatement compétitives. Donc si cette période est bien gérée, le franc français remonte très vite par rapport à l'euro et par rapport à toute devise. Ça répond à votre question ? J'espère, c'est une question à l'écrit. Eh bien, je ne vois pas d'autres questions. Je vous remercie beaucoup pour cette intervention, Monsieur Falento. Au vu de toutes les réactions que j'ai vues, je pense que vous avez convaincu un bon nombre de personnes ou vous leur avez donné des outils pour pouvoir peaufiner leurs pensées ou même aller faire d'autres recherches. Moi, j'essaierai de récupérer auprès de vous les références que vous avez données tout au long de la conférence pour pouvoir leur remettre à disposition. Je les remettrai dans le général ou dans un salon approprié. Bien sûr. Je vous remercie. Merci beaucoup. C'est moi qui vous Bonne soirée. remercie. Merci de m'avoir invité. Au revoir. Au revoir.